Aujourd'hui dans Miss Buster, On est les seuls à transporter quelqu'un en civière pour le jeter du haut d'un immeuble. Adam et Jamie s'attaquent à un mythe confortable. C'était aussi cool que ça en avait l'air. Si une chute de 3 étages dans une eau peu profonde est mortelle, peut-on amortir cette chute avec un matelas? J'ai l'impression d'avoir reçu une fessée. Et surtout, en sortir vivant. Je suis fichu. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant C'est la guerre. apportent leur pierre à l'édifice Cette œuvre s'intitule Boulet sur brique. pour vérifier si les artilleurs du 15e siècle J'adore l'écho de ce canyon. tiraient des boulets en pierre. Hein? Et si ces projectiles faisaient autant de dégâts que le métal sans laisser à l'ennemi de quoi riposter. C'est le château le plus étrange que j'ai jamais vu. Qui sont les Miss Buster? Adam Savage C'est scientifique! et Jamie Heineman. On a un problème. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, C'était dément. Carrie Byron et Grant Imahara. Attention, risque de décapitation. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. On va commencer l'émission d'une façon un peu originale. Tout à fait. On va commencer par s'excuser. Parce que pendant le tournage de ce numéro, un boulet de canon a accidentellement atterri sur une maison. Ouais. Nous prenons la sécurité très au sérieux dans cette émission. Et malgré toutes les précautions mises en place sur le champ de tir, un terrible accident s'est produit. On a été extrêmement soulagés que personne n'ait été blessé, mais également extrêmement désolés que cela se soit produit. Maintenant, l'émission peut commencer. Le premier mythe concerne un atterrissage en douceur. Tu joues encore à la poupée? Non, je prépare un scénario. Pourquoi? Ok, je t'explique. Imagine, tu es dans une chambre d'hôtel et t'es en danger de mort. Des types veulent t'abattre et tambourinent à ta porte. Il est évident que tu ne peux pas t'échapper par la porte. Tu dois donc sauter du balcon. Malheureusement, ton balcon se trouve à 10 mètres du sol. Heureusement, il y a une piscine juste en dessous. Mais malheureusement, cette piscine n'a que 1,50 m de profondeur. Ça pourrait mal finir. Très mal. C'est tiré de la série Burn Notice. Et ce que notre héros explique au public, c'est qu'il jette un matelas par la fenêtre dans la piscine avant de sauter sur le matelas. Donc, le mythe, c'est que pour sauter dans une eau peu profonde, depuis une grande hauteur, il faut d'abord y jeter un matelas. Je n'aurais pas dit mieux. D'après ce mythe tiré de la série Burn Notice, il est impossible de survivre à une chute de 10 mètres dans une eau peu profonde. En revanche, amortir votre chute avec un matelas pourrait vous sauver la vie. Un atterrissage forcé est-il plus sûr qu'un violent amérissage? T'as une idée de test? Le plus important, c'est de tester une chute sur un matelas flottant dans une piscine. Mais il faut pouvoir comparer avec une chute directe dans la piscine. Oui, il nous faut une piscine d'exactement 1,50 m de profondeur. Et aussi une grue. Des mannequins équipés de capteurs. On les jette de là-haut et on voit ce qui se passe. C'est parfait, au travail. Direction le petit bain. Jolie piscine. Ça devrait le faire. Voyons comment s'en sort Buster. Ça marche. Lors des chutes de Buster, il faut qu'on parvienne à déterminer la puissance des impacts. C'est là que cet outil entre en jeu. C'est un accéléromètre. Et comme sur un mannequin de crash test, je vais le placer dans le torse de Buster pour mesurer le nombre de jets qu'il prend sur chacune des surfaces d'impact. Avec un accéléromètre à la place du cœur, On le referme. l'homme en PVC est prêt pour le grand saut. On est les seuls à transporter quelqu'un en civière pour le jeter du haut d'un immeuble. Mais avant cela, il doit adopter la même position que dans la série télévisée. Dans Burn Notice, le personnage explique que bien répartir son poids, autrement dit atterrir les fesses les premières sur le matelas, est le moyen le plus sûr de sauter dans la piscine. Mais Buster va d'abord plonger directement dans l'eau. Comment va-t-il s'en sortir? C'est parti Buster. Il est temps de sauter. Buster va chuter de 10 mètres dans l'eau. 3, 2, 1, allez! C'était aussi cool que ça en avait l'air. Buster est tombé,
et son postérieur a subi un choc, dû à l'impact avec l'eau et le fond de la piscine. Mais que disent les chiffres? On a jeté notre mannequin d'une hauteur de 10 mètres dans la piscine. L'impact initial a été de 50 G, suivi d'un impact avec le fond de la piscine de 29 G. À partir de 50 G, on peut mourir. Conclusion, on ne sort pas indemne d'un choc comme celui-ci. Oh oui, c'est une chute dangereuse. Mais qu'en est-il du mythe avec le matelas? Pour le test suivant, on a choisi un matelas à ressort standard. Vous l'avez sous les yeux. Peut-il permettre de survivre à une chute autrement mortelle? Parfait. En théorie, atterrir sur une surface molle devrait maximiser la décélération, dissiper l'impact sur une plus longue durée et réduire le risque de blessure. Mais en pratique, un matelas flottant est-il assez souple pour disperser l'énergie d'une chute de 10 mètres? Bien. 3, 2, 1, go! Cool! En plein dans le mille. La chute de Buster a fait grand bruit, mais le matelas a-t-il préservé son postérieur? La chute de Buster était parfaite. Et bien qu'il n'en ait pas l'air, d'après notre accéléromètre, son corps était en miettes. Il a atteint 86 G en heurtant le matelas, ce qui équivaut plus ou moins à un grave accident de voiture. Et c'était censé être sans danger. Le mythe est en mauvaise posture. Absolument. L'impact avec le matelas s'est révélé plus dévastateur que celui avec l'eau. Cependant, J'apprécie les données fournies par notre accéléromètre, mais j'ai l'impression qu'il nous manque des informations. J'aimerais vraiment savoir quel type de blessure a subi le corps de Buster. Tu vois? Je te comprends. Et j'ai peut-être une idée. passons à un mythe dur comme de la pierre. Le mythe suivant date du XVe siècle. Super, raconte. C'est à propos des canons, ou plus particulièrement des boulets de canon. Les artilleurs européens de l'époque rechignaient à utiliser leurs canons sur le champ de bataille pour deux raisons. La première devait être qu'ils ne voulaient pas que leurs boulets soient ensuite retournés contre eux. La deuxième raison devait être que le métal des boulets pouvait servir à fabriquer de nouveaux canons. C'est ça. Exactement. Le mythe, c'est donc qu'au lieu de lancer des boulets en fonte, les artilleurs fabriquaient des boulets en pierre. Ils étaient aussi destructeurs que les boulets en fonte, explosaient lors de l'impact et ne pouvaient donc pas être réutilisés par l'ennemi. Intéressant. Très astucieux. Au XVe siècle en Europe, certains artilleurs ingénieux ne voulaient pas fournir de munitions à l'ennemi. Ils auraient donc fabriqué des boulets en pierre. Mais un boulet en pierre est-il aussi destructeur qu'un boulet en fonte? Et explose-t-il réellement lors de l'impact? On va donc devoir construire une sorte de château pour comparer les dégâts infligés par les boulets en fonte et en pierre. On va devoir fabriquer des boulets en pierre, mais également se procurer un canon. On connaît quelqu'un qui a le canon idéal. On peut appeler Harry Webb pour qu'il nous prête Old Moses. Oui, mais quelque chose me dit qu'il va pas apprécier qu'on charge son canon avec des boulets en pierre. On pourrait le casser. On pourrait utiliser le petit canon que j'ai construit pour l'évasion du forçat. Bonne idée, mais on ne l'a jamais utilisé à la vitesse d'un vrai canon. On pourrait peut-être utiliser le Old Moses pour connaître la véritable vitesse d'un boulet de canon, puis calibrer ton canon en fonction. Super. Avant que quiconque ne jette la première pierre, l'équipe se rend sur le champ de tir. Nous nous sommes déjà servis de ce canon plusieurs fois, notamment pour le mythe du forçat. On a même lancé du fromage avec. Mais on ne s'en est jamais servi à la vitesse d'un véritable combat. C'est donc ce qu'on va tester en premier pour découvrir à quelle vitesse voyage un boulet en acier propulsé par un vrai canon. Ensuite, on pourra régler notre petit canon à la vitesse nécessaire. Mais avant le moindre calibrage, il s'agit de créer une solide barricade en pierre pour arrêter les boulets de canon. On dirait que c'est parfait. Pendant ce temps, Old Moses fait son entrée sur le site. Il fallait 6 chevaux pour le déplacer. On pourrait penser qu'on se complique la vie, avec ces histoires de calibrage et de vitesse. Pourquoi ne pourrait-on pas simplement utiliser ce magnifique canon pour lancer nos boulets en pierre, en plein sur la cible?
Le problème, c'est que les pierres pourraient abîmer l'intérieur du canon. Et nous ne voulons pas que ça arrive. Voici notre plan. On va lancer un boulet de canon avec le Old Moses et le flasher en pleine course. On va mesurer la vitesse du boulet et on réglera ensuite notre canon à la même vitesse. Vu la valeur des boulets, on doit pouvoir les récupérer. On a donc prévu un récupérateur de boulets de canon. Ce sont ces 3 poubelles remplies d'eau devant ce mur de béton recouvert d'un apprêt. Cela devrait ralentir le boulet afin qu'on puisse le récupérer. Derrière le mur se trouve une deuxième rangée de poubelles et encore derrière, une sécurité de taille, une montagne de terre. 500 grammes de poudre à canon, Carrie doit à présent préparer la poudre. de l'aluminium pour éviter les étincelles. Ça, c'est du burrito. Lumière, Dégagez! 500 grammes de poudre à canon, c'est la dose standard pour un canon comme le Old Moses. Bien à l'abri derrière ces boucliers transparents, nos amis peuvent décompter en toute tranquillité. ok, le Old Moses à 3, 2, 1... Ça réveille. Quel magnifique jet d'eau! L'eau couleur de sang a fait son effet. Et les récupérateurs de boulets ont fait leur travail. On a 1, 2, 3 barils. Eh, voilà le boulet! Super! Voyons maintenant sa vitesse. Voici le tir et voilà le boulet. À quelle vitesse? 365 mètres par seconde. Cool! C'est donc la vitesse à égaler. Le Old Moses laisse la place au canon miniature des Mythbusters. Une chute depuis un immeuble de 3 étages dans 1,50 m d'eau est soi-disant fatale. Mais si on atterrit sur un matelas flottant, peut-on s'en sortir indemne? Pour l'instant, Buster a subi un choc mortel avec le matelas et un choc un peu moins dangereux avec l'eau. Et c'était censé être sans danger. Le mythe est en mauvaise posture. Mais pour clore définitivement le sujet, nos amis vont utiliser des mannequins un peu plus réalistes. Vous vous souvenez, j'ai dit que j'avais un peu mieux qu'un mannequin de crash test. Et c'est vrai. Adam, viens voir. Ce sont des mannequins d'entraînement à la chirurgie. Ils sont reconstitués muscle par muscle, le tout bien suturé. C'est une vraie petite merveille. Scientifiquement, c'est précis? Oui, c'est du polymère à base d'eau. Tout est aussi réaliste que le permet la technologie moderne. Et son anatomie n'est pas la seule chose réaliste. J'aimerais que vous le voyiez en vrai, parce que c'est magnifique et que ça sent plutôt mauvais, comme on peut s'y attendre. Ce mannequin est ce qu'il y a de plus proche d'un corps humain, à un détail près. Enfin, vous avez compris. Depuis le début de Mythbusters, à chaque fois qu'on voulait constater le type de lésion subie par un corps humain lors de nos expériences, on était obligé d'utiliser des cochons morts ou des modèles reproduisant certaines parties du corps, comme un pied, une main ou une tête. C'est un souvenir délicieux. Mais plus maintenant. Ce mannequin nous ouvre une multitude d'horizons en termes d'observation de lésions corporelles. Je commence seulement à réaliser ce que cela a de fantastique. Mais avant que le mannequin ne fasse le grand saut, Jamie doit le recouvrir d'une peau. Et, cerise sur le gâteau, cet emballage plastique est aussi étanche. Allez, c'est parti. Le mannequin est maintenant paré pour la piscine. T'es prêt, mon pote? Normalement, on se sert d'un accéléromètre pour recueillir des données. Mais ce mannequin devrait, on l'espère, nous fournir de véritables blessures une fois qu'on l'aura hissé à 10 mètres de haut et jeté dans l'eau. Et nous pourrons observer ces données grâce à cette machine. On peut dire que l'un des avantages de ce type de mannequin, c'est que grâce à une machine à rayon X portative, on peut déterminer les lésions internes du mannequin sans pour autant procéder à l'équivalent d'une autopsie. Après s'être assuré que tout est en place, On voit bien les côtes, elles sont intactes. Et on voit aussi les vertèbres cervicales. il est temps d'équiper le nouveau Buster pour son premier plongeon dans 1,50 m d'eau.
Chute de 10 mètres dans la piscine. À 3, 2, 1, go! En plein dans le mille. Le nouveau Buster a touché le fond. Mais dans quel état est-il? Pour le savoir, il est repêché avant d'être soumis aux rayons X et examiné par un radiologue. Maintenant que le mannequin a sauté, on a vraiment envie d'avoir l'avis d'un spécialiste sur les lésions subies. Et pour cela, il nous faut un expert qui traite ce type de blessure tous les jours, un chirurgien orthopédiste. Le nôtre se nomme Dr Noah Wes. Dr Wes, vous allez offrir une consultation à Buster. Bien sûr, avec plaisir. Allons voir ça. Une des choses que j'ai immédiatement remarqué, c'est que le bassin semble instable et fracturé, ce qui n'est pas étonnant vu le choc subi. Ce serait une blessure grave sur un véritable être humain. C'est compréhensible, parce que c'est la partie du mannequin qui a été heurtée en premier, et donc le plus violemment. Le bassin a absorbé la poussée de l'impact, mais les rayons X révèlent une blessure beaucoup plus grave. On voit ici qu'il y a une séparation entre la colonne lombaire et le sacrum. C'est une blessure très grave qui entraîne de sévères lésions au niveau de la colonne vertébrale. Notre mannequin est donc paralysé. Tout à fait. Notre mannequin, après son plongeon dans la piscine sans matelas d'atterrissage, a subi de sérieuses blessures. Le bassin cassé et une paralysie due à la colonne vertébrale. Si vous avez l'impression que je souris, c'est parce que je suis content de ces résultats significatifs. Maintenant, voyons ce que ça donne avec un matelas. Au cours des tests précédents avec le Buster original, le nombre de jets était plus élevé lors de la chute sur le matelas. Mais cela signifie-t-il que le Super Buster va également subir des blessures plus importantes en sautant dans son lit? T'es prêt, Adam? Prêt? 3, 2, 1, allez! En plein dans le mille. Le postérieur de Buster a atterri sur le matelas. Le Dr Wes va nous dire si Buster s'en sort mieux cette fois-ci. À l'examen, on voit immédiatement que le bassin est beaucoup plus instable que sur le mannequin précédent. C'est vrai? Oui, il est complètement cassé. Et ce n'est pas tout. Les rayons X révèlent des blessures beaucoup plus graves que lors de l'expérience précédente. En plus de sa blessure au bassin, qui a totalement explosé, on observe également deux autres lésions au niveau de la colonne. Une au rachis lombaire, donc au bas du dos, et l'autre au milieu du dos, au milieu des vertèbres thoraciques. Buster a un genou et un coude déboîtés, et sa blessure au bassin est beaucoup plus grave que tout à l'heure. La chute sur le matelas est donc beaucoup plus dangereuse que celle dans l'eau. Les deux sauts sont risqués, mais la chute sur le matelas est sans conteste la plus dangereuse des deux. C'est encore pire. Il est encore plus mort que la première fois. C'est un terme médical? Maintenant, oui. D'accord. Avec ce test, on a eu la preuve par 9, enfin par 4, que non seulement une chute de 10 mètres dans l'eau est dangereuse, mais qu'une chute sur un matelas flottant l'est 2 fois plus. Le caractère totalement inattendu de ce résultat m'enchante encore plus. Buster et Super Buster sont unanimes. Étonnamment, un matelas n'amortit pas une chute dans l'eau, mais l'aggrave. Comment qualifierais-tu ce mythe? Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne me revient pas. Incorrect, non conforme, mal renseigné. Mal renseigné, inapproprié, et si on disait simplement faux? Ok, c'est faux. C'est faux. Mais ce qui me dérange, c'est que des gens ont plongé depuis cette hauteur dans une eau peu profonde et ont survécu. J'ai réfléchi à ça, et je pense qu'on devrait rencontrer quelqu'un qui sait comment sauter en toute sécurité de cette hauteur pour nous expliquer sa technique. C'est toujours bon à savoir. Allons-y. Ouais. Le mythe est bidon. Mais comment sauter dans 1,50 m d'eau sans se blesser? Place à un mythe explosif.
Il semblerait qu'au XVe siècle, des canons tireraient des pierres au lieu de boulets en fonte, car ils étaient aussi efficaces et surtout explosés lors de l'impact. Mais avant de jeter les pierres, nos amis doivent d'abord calibrer leur mini-canon. Place à Tom Pouce. Tout comme le Old Moses, le canon miniature va se frotter à un super système de sécurité. Il faut bien mélanger. Mais la ressemblance s'arrête là. Bien, on sait que le Old Moses lance un boulet de canon à une vitesse de 365 mètres par seconde. On va donc régler notre canon à la même vitesse. Le canon Old Moses nécessite 500 grammes de poudre pour projeter un boulet. Mais on va devoir augmenter la dose pour notre canon. Pourquoi? Le canon est plus court. Le boulet aura donc moins de temps pour accélérer. C'est pour ça qu'on va lui donner un coup de main en utilisant un peu plus de poudre à canon afin d'atteindre la fameuse vitesse de 365 mètres par seconde. Bien, le canon est dirigé vers les récupérateurs. Le boulet est chargé. Et la mèche allumée. On se bat. Puis, direction le bunker. C'est bon, la mèche est allumée. Prêt pour le test de calibrage? Ouais, voyons comment Tom Pouce va s'en sortir. C'est pour bientôt. C'est ce fameux tir dont on ne sait comment a envoyé le boulet au-dessus de notre système de sécurité et a atteint la façade d'une maison. Oui, et quand on s'en est rendu compte, on a immédiatement suspendu l'expérience pour réparer les dégâts. On a tout d'abord contacté les personnes dont la maison avait été endommagée. Et ensuite, on a pensé qu'il était important de rétablir une bonne entente avec le voisinage. Dans le même temps, notre équipe a mené l'enquête pour comprendre d'où venait le problème et pour ne pas reproduire la même erreur. Et croyez-moi, ces quelques mois nous ont tous éprouvés. Oui, mais une fois qu'on a commencé à régler tous ces problèmes, la maison, le voisinage et l'aspect sécurité, on a voulu avancer et en finir avec ce mythe. Oui, il fallait d'abord trouver un nouveau site, plus isolé. Et finalement, Harry Webb a décidé de nous laisser tirer des pierres avec le Old Moses. Mais pour ça, il fallait déjà déterminer à partir de quelles pierres les boulets étaient fabriqués. Je parie qu'il y a des diamants dans le coin. Pour cette recherche, Tori s'est rendu à l'Académie des sciences de Californie pour rencontrer un expert en géologie, Peter Roopnarin. Peter, nous vérifions le mythe selon lequel les artilleurs fabriquaient des boulets en pierre, et cela pour deux raisons. Ils étaient aussi destructeurs que les boulets en fonte et ils s'autodétruisaient lors de l'impact, empêchant ainsi l'ennemi de les réutiliser. Pensez-vous que ce mythe soit fondé? C'est possible. Ça dépend du type de pierre utilisée, de sa dureté et aussi de son poids. Quels sont les trois meilleurs types de pierres qu'ils auraient pu utiliser? Très probablement du grès. On s'en servait beaucoup pour la construction un peu partout en Europe. C'est une pierre très friable et facile à travailler. Mais je ne sais pas combien de temps un boulet en grès aurait pu résister une fois projeté. Ils auraient également pu utiliser du calcaire. C'est une pierre très dure, mais très répandue et facile à travailler. Il devait y avoir beaucoup de choses à faire avec une roche sédimentaire comme le calcaire. Mais d'un autre côté, le granit est une roche éruptive et donc plus rare et plus recherchée en raison de sa solidité. C'est une pierre très dense qui aurait pu causer beaucoup de dégâts. On en saura plus quand on aura fabriqué et testé nos propres boulets. Cool. J'ai encore une question. Oui, Vous avez de la kryptonite? c'est top secret. Le grès, le calcaire et le granit sont tous les trois candidats. Mais ont-ils la dureté et la composition nécessaires pour être aussi efficaces que du métal et exploser lors de l'impact? Chacun des Mythbusters va travailler avec un matériau différent et ainsi apporter sa pierre à l'édifice. Grant a choisi de tailler son boulet en grès sur un tour. Carrie, elle, a besoin d'un outil plus agressif pour dompter son calcaire. Je peux échanger avec le grès? Tori, quant à lui, dispose d'un outil très puissant. Regardez ça! C'est conçu pour poncer le béton! Ça, c'est du boulot! Le granit éruptif a beau être la roche la plus dure, la ponceuse à béton en vient rapidement à bout. Cette œuvre s'intitule « Boulet sur brique ». Je devrais en faire un autre.
Tori a pris de l'avance. Et Carrie et Grant ne tardent pas à opter également pour la ponceuse à béton. Le problème, c'est que contrairement au granit de Tori, le calcaire de Carrie n'est pas uniformément dur ou friable. On passe de très dur à très friable, de facile à difficile à tailler. Il y a des trous partout. Des fissures se sont formées. Et si on le jette par terre, des morceaux entiers vont tomber. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Le grès a beau être la roche la plus friable et la plus facile à tailler, il a aussi ses inconvénients. Il est tellement friable qu'il va sûrement exploser lors de l'impact. Mais la question est, survivra-t-il au tir? Après des heures de dur labeur, nos boulets de canon sont fin prêts. Ils sont beaux, hein? On a un boulet en grès, un en calcaire et un en granit. On va maintenant les charger dans un véritable canon, les lancer contre les remparts d'un château et comparer les dégâts à ceux d'un boulet en fonte. Selon la légende, utiliser un matelas pour amortir sa chute serait salutaire. Mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Il est encore plus mort que la première fois. C'est un terme médical? Maintenant, oui. Nous avons établi que sauter d'un immeuble de 3 étages dans une eau d'1,50 m de profondeur, que ce soit directement ou sur un matelas, est potentiellement mortel. Mais alors, comment faire pour sauter en toute sécurité depuis une telle hauteur et dans une si faible profondeur d'eau? Nous sommes donc venus ici, au Centre international de natation George F. Haynes de Santa Clara, en Californie, qui possède une magnifique piscine et d'une plateforme d'une hauteur de 10 mètres exactement. Et dans un petit instant, Monsieur James Franklin Heinemann va découvrir comment sauter en toute sécurité depuis une telle hauteur. Et je suis bien content que ce soit lui. Sauter d'une telle hauteur de la mauvaise façon est très risqué. Je vais donc faire attention. Je ne vais donc pas me lancer sans m'être entraîné auparavant. Par chance, j'ai le coach idéal. Il nous a appris à sauter d'un immeuble. Il nous a emballés dans du papier bulle et nous a jetés dans le vide. Quelle émotion! Il s'appelle Randy Lamb. Il est cascadeur professionnel et aujourd'hui il a pour mission de pousser Jamie au bout de ses limites et du plongeoir. Le but étant que le plongeon soit plus court que les 1,50 m du mythe. Mais quelle est la profondeur moyenne atteinte lors d'un saut de 10 mètres? Waouh! C'était vraiment cool. Je suis fichu. Le saut de Randy lui a fait atteindre les 2/3 de la profondeur de la piscine, environ 4 mètres. C'est beaucoup plus que nos 1,50 m et j'ai vraiment hâte de voir comment il exécute son plongeon en eau peu profonde. C'est ce que Jamie est sur le point de découvrir. Randy, comment faire pour arrondir ma course sous l'eau sans me blesser? Quand tu sautes, tu dois être dans une position bien verticale. Quand les pieds touchent l'eau, lance-les en avant. Garde tes jambes droites ainsi que ton buste, d'accord? Cette position devrait te faire remonter. D'accord. Bien. Cette tactique devrait ralentir l'entrée de Jamie dans l'eau et modifier son angle de pénétration. Comment ça va? Bien. Mais pour effectuer un saut de 10 mètres dans une eau d'1,50 m, il faut une maîtrise parfaite du geste. Alors, lancez la musique. Place à un petit montage. En arrière, bien. Si je devais retenir une chose des techniques à appliquer dans ce genre de situation dangereuse, c'est qu'il faut s'entraîner sans relâche. J'ai l'impression d'avoir reçu une fessée. On n'applique pas des instructions comme ça. Quand on saute, on n'a pas le temps de se dire « je vais faire ça et ensuite ça ». Tout va tellement vite qu'il faut que ça devienne un automatisme. C'est pour ça que je recommence encore et encore, pour ne plus avoir à réfléchir. Bien droit, c'est bien. C'est gracieux à l'état sauvage, non? Jamie va bientôt pouvoir plonger de 4,50 m de hauteur. Il évalue la distance, visualise sa trajectoire et il saute. Un très beau saut, quasi silencieux. Beau travail! Petit à petit, Jamie atteint une profondeur de 1,70 m. Sa technique est tellement au point qu'il peut prendre de la hauteur. C'était ton meilleur saut. Tu devrais commencer à t'entraîner d'un peu plus haut pour prendre tes marques. D'accord.
Étonnamment, plus Jamie gagne en hauteur, plus il perd en profondeur. C'était son meilleur saut. On dirait qu'il est resté au-dessus de la ligne. Oui, peut-être juste quelques centimètres en dessous, mais il était tout près. Pendant que Jamie s'entraîne à plonger de plus en plus haut, je vais vous expliquer pourquoi il parvient à freiner plus rapidement en prenant de la hauteur. L'eau résiste à un impact proportionnel à la vitesse de l'impact. Carrie, Tori et Grant en ont fait l'expérience lors d'une émission précédente, Eau contre béton. Il tombe et... Et ce principe s'applique ici. Jamie s'en sort bien à 4,50 m, mais il pourrait vraiment atteindre son objectif à 10 mètres. Celui-ci était fantastique. Du niveau de ton meilleur saut de 4,50 m. Ouais, s'il était aussi bon que celui de 4,50 m, je devrais m'en sortir à 10 mètres. Ouais, c'est vrai. Continue de t'entraîner. Mais après une journée entière d'entraînement, la fameuse chute de 10 mètres devra attendre le lendemain. Alors, comment tu te sens? Je compatis. Maintenant qu'on a fini de tailler nos boulets, que fait-on? On les charge dans le Old Moses, on va dans une carrière isolée et on attaque des châteaux. Attendez, ce n'est pas si simple. Nos boulets n'ont pas tout à fait le même poids. Donc, pour pouvoir comparer les résultats, il faut soit utiliser la même dose de poudre pour tous, soit les calibrer pour qu'ils se déplacent tous à la même vitesse. En ajustant la dose de poudre. Exactement. On devrait opter pour la deuxième solution. Si les boulets se déplacent tous à la même vitesse, les données seront plus fiables. Et quitte à être au milieu de nulle part, quel meilleur endroit qu'une carrière pour tester des boulets de canon en pierre? Nous voici à la carrière d'Angels Camp pour mettre à l'épreuve le mythe des boulets de canon en pierre. Ils seraient non seulement aussi destructeurs que les boulets en fonte, mais ils exploseraient également lors de l'impact, empêchant ainsi l'ennemi de les réutiliser. Voilà le canon. Le Old Moses prêt à tirer. Étant donné qu'on n'a jamais tiré de boulet en pierre, on a élargi le périmètre de sécurité. Je vais maintenant dérouler 150 mètres de câble pour qu'on puisse allumer le canon depuis ce tas de pierres grâce à une allumette électrique. Et les précautions ne s'arrêtent pas là. Pour cette expérience, on a installé 2 fois 3 poubelles remplies d'eau. Derrière, un tas de sable. Et encore derrière, on est perdu au milieu de nulle part dans une carrière dont les parois font 90 mètres de haut. À présent, ils doivent comparer leur boulet en pierre à la vitesse du boulet en acier du test précédent. On doit tester la vitesse de nos boulets en pierre. Si on commençait par le grès. Parfait. N'oubliez pas qu'on veut atteindre 365 mètres par seconde, comme le boulet en acier. Je peux faire une remarque? C'est probablement la première fois en 400 ans qu'on tire un boulet en pierre. Ça va être cool. Cool, mais compliqué. Pour faire voyager 3 boulets de masse différentes à la même vitesse, il faut être doué en calcul. On doit déterminer combien de poudre à canon utiliser pour que nos boulets en pierre atteignent la même vitesse qu'un boulet en acier. Quand on applique leur masse à une formule simple basée sur l'énergie cinétique, voilà ce qu'on obtient. Notre boulet en grès de 590 grammes nécessite 135 grammes de poudre. Le boulet en calcaire de 635 grammes nécessite un peu plus, 150 grammes de poudre. Et enfin, le boulet en granit, qui pèse 770 grammes, a besoin de 165 grammes de poudre, encore un peu plus donc. Voilà pour la théorie. Mais ces chiffres vont-ils fonctionner en pratique? Et les boulets résisteront-ils au tir? Le premier boulet à subir l'épreuve du feu est celui en grès. Ok, 135 grammes de poudre. Pour protéger l'intérieur du Old Moses, le boulet est emballé dans une boîte en carton. On est chargé. Bien, voyons de quoi ce grès est fait. De grès. Comment? Il est fait de grès. Ok, c'est parti. Test de vitesse du boulet en grès. 3, 2, 1... J'adore l'écho de ce canyon. Allons voir ça de près. Ouais. Le grès a mis le feu aux poudres. Notre boulet en grès se déplace à environ 365 mètres par seconde, ce qui équivaut à la vitesse d'un boulet en acier. À présent, place au calcaire. D'après la formule, 150 grammes de poudre sont nécessaires à l'envol du calcaire.
Chargé. Ok, test de vitesse du calcaire. 3, 2, 1... Non seulement le boulet en calcaire a tout renversé sur son passage, mais il a aussi égalé la vitesse du boulet en fonte. On a réussi à faire se déplacer le boulet en calcaire à 365 mètres par seconde. Il est donc prêt au combat. Le dernier concurrent est le boulet le plus dur et le plus lourd. J'ai nommé le granit. Et il nécessite plus de poudre que les autres. On dégage. C'est parti. Test de vitesse du granit. 3, 2, 1. Regardez, il est intact. Et propre. Voyons quelle vitesse il a atteint. On vient de lancer le boulet en granit et il a atteint les 355 mètres par seconde. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va pouvoir attaquer des châteaux. Nos 3 boulets sont prêts à en découdre. Dès que nos Mythbusters auront déniché un château. C'est le château le plus étrange que j'ai jamais vu. Nous revoilà. Nous avons tenté de vérifier une légende selon laquelle on pouvait sauter sans danger de 10 mètres de haut dans une piscine d'une profondeur d'1,50 m. Ce mythe s'est révélé bidon. C'est encore pire. On cherche maintenant un moyen de réaliser un tel saut en toute sécurité. Jamie a passé la journée d'hier à réveiller le mammifère marin qui était en lui. Mais ça lui a coûté cher. J'ai beaucoup sauté hier. Et à la fin de la journée, j'avais mal partout. Ce matin, j'avais encore mal. Alors je suis allé consulter notre chirurgien orthopédiste pour savoir si je devais m'inquiéter. Il a dit que je n'avais pas de lésion visible, mais que c'était le signe que mes lombaires avaient subi trop de chocs. Je ne veux pas prendre de risques. J'ai donc décidé de laisser Randy, notre cascadeur, faire son travail. Le corps de Jamie lui a lancé un SOS. Place donc au cascadeur. Ok Randy, à toi de jouer. 10 mètres de haut pour 1,50 m d'eau. Ok, ça marche. Il n'était pas censé sauter Je maintenant. crois pas. Ça montre son enthousiasme. Sans aucun doute. Ce saut inattendu prouve que Randy maîtrise la technique. Mais à présent, Randy doit relever le défi de plonger à une très faible profondeur. Les eaux vont-elles s'ouvrir devant lui? Right, here goes the scoop in 3, 2, 1. Je pense qu'il aurait pu survivre. Attends, je vérifie. Il aurait survécu. T'as entièrement raison. Il aurait survécu. Il est descendu quelques centimètres en dessous de la ligne. Ça équivaut à un bleu, pas à une blessure. Ouais, Randy assure. ouais. Randy a plus que relevé le défi. Non seulement il a sauté de 10 mètres dans 1,50 m d'eau, mais en plus, il s'en est tiré sans aucune blessure. Randy, c'était fantastique. Ça fait quoi? Ce n'était pas aussi difficile que je l'imaginais, mais je comprends que Jamie est mal partout. Ce n'est certes pas un atterrissage sans douleur, mais on est loin d'un bassin et d'une colonne fracturée. Randy a plongé de façon à survivre à une chute de 10 mètres dans 1,50 m d'eau. Mais je dois reconnaître qu'après tout ce qu'on avait expérimenté, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions sur ses chances de réussite, mais apparemment, 30 ans de métier font toute la différence. Quelle est ta conclusion? En ce qui concerne notre mythe de départ, que ce soit sauter directement dans une piscine ou sur un matelas flottant, c'est soit super dangereux, soit carrément mortel. Ouais, c'est bidon, mais c'est pas impossible. Si on est un cascadeur avec 30 ans d'expérience. Très juste. Ne faites donc pas ça chez vous. Même nous, on n'a pas osé. J'ai encore mal aux fesses. Les châteaux sont vieux, gros, en pierre, très répandus en Europe, mais plutôt rares aux États-Unis.
Nos amis se sont donc improvisés architectes médiévaux. De quoi tenir les barbares éloignés. Et ont construit leur propre château. Je sais que ça peut sembler exagéré, c'est 2 couches de parpaing, sachant qu'un parpaing pèse 35 kilos. Mais c'est loin d'être le cas. Les remparts d'un véritable château faisaient entre 2 et 5 mètres d'épaisseur. Ici, nous avons 2,50 mètres d'épaisseur. Ça va nous donner une idée de ce que pouvait être le rempart d'un château. Mais comment comparer l'efficacité d'un boulet en pierre et d'un boulet en acier? Avec un coup de pouce du Old Moses, évidemment. Ok, c'est parti. Test de contrôle. Boulet en acier avec 500 grammes de poudre. 3, 2, 1. Le boulet en fonte a fait son petit effet. Il a pénétré 2 couches de béton et brisé 4 parpaings. Ça, c'est du boulet de canon. Allons voir. Le voilà. Voilà notre boulet. Ok, voyons ce que donnent nos boulets en pierre. Je comprends l'utilité des canons. Maintenant que l'acier a fait ses preuves, il est temps de vérifier le mythe. La pierre est-elle aussi efficace que le métal? Et explose-t-elle au moment de l'impact? Le boulet en grès est le premier à être testé. Chargé! La balle est dans le camp du Old Moses. Grès contre château. À 3, 2, 1. On dirait pas que ça a fait des dégâts. C'était un gros boom. Mieux que prévu. C'est super. Il a causé de sérieux dégâts. Et il n'a pas explosé. Donc pas de riposte possible. Contrairement à la prédiction de Grant, le grès a causé quelques dégâts avant d'exploser. Mais bien qu'il ait pénétré une couche et brisé 2 parpaings, le grès n'a pas été aussi efficace que le métal. C'est à présent au tour du calcaire d'attaquer le château de la princesse Carrie. Ça, c'est le plus joli château que j'ai jamais vu. Bonne chance. 3, 2, 1. Ce bruit m'a semblé très prometteur. Et en effet, le boulet en calcaire a détruit 3 parpaings, presque autant que le boulet en fonte. Et, plus important encore, il s'est désintégré lors de l'impact. Regardez! Ça a super bien marché. Ce calcaire est incroyable. Pulvérisé. Je suis un peu triste que ce joli château rose de Carrie, avec sa princesse orange géante, soit détruit. Mais le résultat valait le coup. Le boulet a détruit une couche de parpaing et explosé. Le mythe se confirme. Place maintenant à la pierre la plus redoutable de toutes. C'est la guerre. Le granit. Il est beaucoup plus dur que les autres pierres. Il fera sans aucun doute des dégâts. Mais va-t-il réellement s'autodétruire comme le soutient le mythe? Boulet en granit contre château. À 3, 2, 1. Quel tapage ça a fait! Ça sent très bon. C'est vrai. Allons voir ça. Et regardez ce qu'il reste du boulet. Il a fait presque autant de dégâts que le boulet en fonte et en plus, il s'est désintégré. J'ai mis des heures à tailler ce boulet et à bâtir ce château. Mais voir mes œuvres détruites ne m'a jamais autant réjoui, surtout au vu des résultats obtenus. Le boulet en granit a causé autant de dégâts que le boulet en acier, sauf que ce dernier pouvait être réutilisé. Le boulet en granit a explosé lors de l'impact. Le mythe est donc plausible.